Bienvenue au duel de ce dimanche. Comment comprendre la résurgence et la multiplication des coups d'État en Afrique et notamment dans la sous-région depuis quelque temps? Après le Mali et la Guinée-Conakry, c'est bien sûr le Burkina Faso qui est le dernier pays en date dont le président a été déchu par des militaires. La Guinée-Bissau aurait pu s'ajouter à cette liste si les forces de défense et de sécurité du palais présidentiel n'avaient pas répondu promptement avec efficacité au tir des assaillants. Ce qui repose encore avec acuité la question des mobiles et de la pertinence des initiatives des hommes en armes qui se propagent dans la sous-région en particulier et sur le continent africain en général. S'agit-il d'une pandémie sociopolitique dans cette partie du monde? Et dans le même temps, le Mali se trouve dans un bras de fer avec la France. Cette semaine encore, le gouvernement du président Assimi Goïta a réagi à certains propos tenus par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Ceci en renvoyant l'ambassadeur de la France près le Mali. Alors, jusqu'où ira le Mali dans cette posture? On fera aussi le débat sur cette émission dominicale. Et justement, pour cet exercice, je reçois pour vous sur ce plateau deux invités. Docteur Paul-Marie Wessou, bonjour. Bonjour, j'écoute. Vous êtes enseignant-chercheur, expert en gouvernance d'État. Merci de votre présence sur ce plateau. Merci de m'avoir invité aussi. Avec nous également, Morgane Asogba Metonji, bonjour. Bonjour, monsieur Gilles. Vous êtes analyste géopolitique. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Et puis vous aussi, chers téléspectateurs, comme vous le savez, vous avez aussi la possibilité de nous donner vos avis sur l'un ou l'autre des sujets, notamment à travers des messages WhatsApp. Le numéro est affiché sur votre écran. Vous pouvez donc nous écrire sur WhatsApp ou encore par SMS simple, mais surtout pas d'appel dans cette émission. Alors, je commence par vous, Morgane Asogba Metonji. La Guinée-Bissau, je l'ai dit tout à l'heure, a échappé belle à ce vent de coup d'État qui prévaut donc sur le continent africain. Est-ce que c'était prévisible ce qui se passe là, et notamment le cas de la Guinée-Bissau? Alors, si je comprends bien la question, vous parlez de la capacité de la Guinée-Bissau à pouvoir riposter ou vous parlez de... Non, d'abord, cette volonté des militaires à prendre le pouvoir. Est-ce que ça, là, on pouvait s'y attendre? Il faut observer la question sous deux angles. L'angle social et l'angle politique. Lorsque vous prenez l'angle politique, on peut se permettre de dire qu'il n'y a pas d'alarme. Qu'il n'y a pas d'alarme dans quel sens? Parce que la procédure politique qui vise à mettre en œuvre tout ce qui est démocratique pour accéder au pouvoir, que ce soit dans tous les pays où ces coups d'État ont eu lieu, ces procédures ont été respectées. Mais lorsque vous prenez l'angle social, vous vous rendez compte qu'il y a eu et qu'il y a des frustrations. Et ces frustrations ont atteint un certain niveau dans tous ces pays où nous avons assisté à ces coups d'État, ce qui a permis d'entrevoir un certain soutien populaire, d'entrevoir, parce qu'il faut mener des investigations, il faut avoir des statistiques pour étayer après des études si le peuple, en sa majorité, soutient ou pas ces mouvements de coup d'État. Pour ce qui est de la Guinée, sur le plan des frustrations, il y a un débat. On ne peut pas dire aujourd'hui avec certitude que le peuple de la Guinée-Bissau est frustré par rapport au leadership du président Ambao. Mais sur le plan de la politique aussi, il n'y a pas d'inquiétude parce que son accession au pouvoir a été respectée dans tout ce qui est démocratique. Donc la prévisibilité du point de vue politique et du point de vue social est difficile à établir. Et on pourrait comprendre peut-être que c'est une montée de poussée qui a peut-être entraîné cela, bien que certains parlent de cette question relative au trafic de drogue, qui n'est pas des moindres. Alors, est-ce que Dr Paul-Marie Wessou, vous avez été surpris de l'annonce de cette tentative de coup d'État en Guinée-Bissau? Oui, bien sûr. Bien sûr, la Guinée-Bissau, depuis quelques années, a connu une certaine accalmie du point de vue de la politique et des coups d'État, parce que c'est un pays qui est habitué au renversement des régimes en place par des coups d'État. Et depuis quelques années, il y a eu une accalmie depuis l'élection
en fait, de ce général converti en civil, devenu président. On se disait que, oui, bon, la Guinée-Bissau va partir maintenant pour une période de construction qui permettrait d'asseoir un État beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus fort. Mais malheureusement, en fait, moi je penche beaucoup plus pour cette thèse-là de trafic de drogue, parce que le président Ambao, je crois que c'est ça son nom, il a vraiment attaqué ce problème de front, le trafic de drogue, et il en a fait vraiment son cheval de bataille, et ça ne plaît pas à tout le monde. Ça ne plaît pas à tout le monde. Et je pense sincèrement que cette situation, si elle est liée au trafic de drogue, que nous aurons quand même, ça va passer très très vite en Guinée-Bissau, parce que bon, écoutez, qu'on entende qu'il y a coup d'État au Mali, coup d'État au Burkina, coup d'État en Guinée, Conakry bien sûr, ça donne l'envie à certains d'agir, et c'est ça qui a créé cela. Bon, maintenant, pour ce qui est des autres pays, si je dois dire un mot, pour ce qui est des autres pays, le Mali, la Guinée, puis il faut juste constater que c'est un échec patent des systèmes démocratiques que nous avons mis en place depuis les années 90. C'est un échec de construction d'un État, de l'État, de construction de la République, de construction de la nation. C'est un vrai échec qui aboutit à ça. Et l'échec n'est pas que dans ces pays, c'est un peu partout. Il s'agit de voir quelle direction nous donnons désormais à l'action politique pour la construction de la nation et de l'État et de la République. Alors justement, vous me tendez la perche parce que là j'avais prévu qu'on s'intéresse un peu à ces différents pays-là qui sont dans cette situation. D'abord au Mali, on a parlé de la montée de la lutte, enfin de la persistance de la corruption dans l'administration publique, et du coup on a descendu IBK du pouvoir. Alors pour certainement installer un certain assainissement au sommet de l'État. En Guinée, bon, pour certains principes ou certaines raisons, peut-être non loin de celle-là aussi, on descend Alpha Condé. Au Burkina Faso, lutte contre le terrorisme, lui aussi il part. Là maintenant pour la Guinée, on soupçonne ou on tente d'expliquer cela par, on va dire, cette lutte contre le trafic de drogue, même si ça n'a pas été effectif, le coup d'État. Alors Morgan Assogba Metonji, quelle explication scientifique pouvons-nous trouver de cette euphorie-là qui se saisit des hommes en armes sur le continent africain? Et là, parce que nous sommes là dans la sous-région, mais on sait qu'il y a le Soudan aussi qui est de l'autre côté, qui est actuellement dirigé par des hommes en armes. Il y a le Tchad, même si le cas n'est pas du tout pareil, ce n'était pas dans le même contexte. Mais les militaires sont en train d'accéder au pouvoir en Afrique de plus en plus. Quelle explication scientifique pouvons-nous trouver à cela? Dans une perspective scientifique, il faudra d'abord aller au cas par cas. C'est ça. La perspective scientifique ne va pas relier tous ces coups d'État dans la même procédure analytique. Mais il est clair que vous avez raison. Nous avons ici des hommes armés, des militaires qui prennent de plus en plus le leadership des États. Et comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Mon confrère a entamé une explication qui est assez compréhensible. On peut approcher la question sur le plan de l'adéquation du système de gouvernance par rapport au contexte africain et par rapport au contexte de chaque pays. Parce que dire que c'est le contexte africain en général reviendrait à fermer les yeux sur ce qui se passe au Malawi, qui est un État quand même qui a su s'adapter à cette procédure démocratique-là et qui fait son développement avec. Mais lorsqu'on regarde dans le général, il y a ce souci d'adéquation ou d'adaptabilité. Maintenant, quand vous prenez le cas du Mali, les questions de corruption, les questions de sécurité et tout le reste ont certainement contribué aux résultats qu'on a.
Les questions de corruption, déjà, il faut prendre ces questions de corruption avec pincette. Parce que pour qu'il y ait corruption, il faut qu'il y ait des personnes qui sont en train de corrompre et qu'il y ait des personnes qui reçoivent. C'est ça. Et nous avons les investissements d'institutions internationales dans ces pays qui a priori devraient encourager et conditionner la traçabilité et la clarté dans la gestion. Mais ces investissements, on constate que ces investissements sont de plus en plus énormes ou ont été de plus en plus énormes, mais que le résultat, par rapport à la gestion, la transparence de la gestion, s'est enlisé. Et donc, on a un problème à ce niveau. Un problème d'effectivité des stratégies, que ce soit des stratégies d'aide et d'assistance des structures sur le plan international, ou que ce soit des stratégies de gestion à l'interne de ces États. Et au Mali, nous avons ce cas parce que IBK, il faut soutenir, il faut rappeler que même lorsqu'il il y a eu ce coup d'État contre lui, la communauté internationale, sur le plan de la forme, était fondée à dire nous n'encourageons pas les coups d'État, sur le plan de la forme. Mais sur le plan du fond, on a constaté qu'une partie de cette communauté internationale continuait de soutenir la gestion d'IBK, alors que cette gestion s'est avérée effectivement problématique. Problématique pour la population, la société civile, qui a manifesté pendant plusieurs jours et voilà même plusieurs mois depuis cette élection qui était problématique, et problématique pour l'armée qui est une composante du peuple. Ça, c'est ce qu'on oublie parfois dans nos analyses. L'armée est une composante du peuple et a un devoir vis-à-vis du peuple, a priori. C'est ça. Et nous nous retrouvons en rupture du caractère légitime de cette façon de prendre le pouvoir lorsque le peuple s'inscrit totalement et entièrement en faux vis-à-vis de l'initiative de l'armée, ce qui est le cas apparemment au Soudan, où le peuple continue d'insister sur le fait que l'armée ne devrait pas être au leadership. Mais quand vous prenez le Mali, ce n'est pas le cas forcément, parce que le Mali a voulu montrer sa légitimité en appelant les populations maliennes à manifester, et c'était une démonstration assez impressionnante. Pour le Burkina Faso, on a eu quelques interventions, mais on ne peut pas encore en parler concrètement. Pareil en Guinée. Et donc, voilà une explication qui est possible, et il y en a bien d'autres aspects qu'on peut évaluer. Qu'on peut évaluer tout à l'heure. Mais Dr Paul Mariwessou, de votre côté, quelle explication vous trouvez à cela? Bon, écoutez, moi, je voudrais dire quelque chose très rapidement. C'est que quand je parle d'échec des systèmes démocratiques, je n'ai pas parlé d'échec de la démocratie, mais d'échec des systèmes démocratiques qu'on a mis en place depuis les années 90. C'est dire que, en fait, moi, je ne suis pas partisan de ceux qui pensent que la démocratie, il doit y avoir une certaine démocratie, disons, à l'africaine. Je suis partisan de penser que la démocratie est un idéal qui doit s'intégrer dans chaque culture. Et que cet idéal peut être... En fait, quand vous prenez cet idéal et que vous l'intégrez à la culture française, elle ne donne pas la même chose que lorsque vous l'intégrez à la culture britannique. Vous voyez à peu près. Bon, maintenant, ce qui s'est passé depuis les années 90, c'est qu'il y a eu un vent initié bien sûr par le Bénin, où tout le monde devait aller à la démocratie, et puis en tout cas sur le continent africain, tout le monde devait aller à la démocratie, et on a eu les démocraties. Mais on a eu à la tête de nos États où on a eu des classes politiques depuis ce temps-là qui ne sont éduquées à rien, qui ne comprennent rien, qui, vous savez, parlent un seul langage. C'est-à-dire qu'il faut aller voir la Banque mondiale, prendre les recettes de la Banque mondiale et venir mettre ça en œuvre, quitte à dilapider 60-80% des fonds que la Banque mondiale leur met à disposition et à faire des choses pour dire à tout le monde que bon, on travaille. Vous voyez à peu près.
Alors, quand vous êtes dans ce système piloté par la Banque mondiale, le FMI et les institutions, enfin, ce que il a appelé tout à l'heure la communauté internationale, que moi, je ne sais pas ce qu'on appelle communauté internationale. On va y revenir tout à l'heure d'ailleurs. Parce que ça ne représente rien, en réalité, la communauté, comme vous appelez internationale. C'est-à-dire que le système international ne s'appuie sur rien, ça s'appuie sur les rapports de force. Ok, et chacun y va de son intérêt. Nous allons en parler avec la France et tout à l'heure le Mali. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis les années 90, on a refusé de construire les systèmes démocratiques. C'est-à-dire que, je vais prendre un cas qui est propre à nous et que vous allez, pour vous permettre de bien comprendre. Le Bénin. On a eu la démocratie, on est rentré dedans, et puis qu'est-ce que les partis politiques ont commencé à faire? Les partis politiques ont commencé à aller donner de l'argent aux populations pour, disons, se faire élire. Et en fait, la démocratie ou l'élection était devenue qui a donné plus d'argent pour qu'on le mette à la tête de ci ou de ça. Alors, quand vous êtes dans un système comme ça, vous avez déjà faussé les bases même du système. Et cela s'est poursuivi jusqu'à, disons, récemment, chez nous, où chacun pouvait créer son parti. En fait, quand on disait que chacun, c'est les tests qui disent multipartisme intégral, c'est faux. C'est pas les tests disent multipartisme intégral, mais en fait, il y a les tests, il y a les traditions, il y a les coutumes, il y a les façons dont nous nous comportons, il y a les modèles que nous mettons en place comme comportement nous-mêmes. Mais le modèle qu'on a mis en place, c'est que les dirigeants, et surtout à partir du président Kérékou, si ma mémoire me sert bien, surtout à partir du président Kérékou, après avoir vu l'échec du président Soglo à Rempilé, on a décidé qu'il faut mettre en place tout pour conserver le pouvoir et l'exercer pendant les 2 mandats. Et vous allez constater que tous les présidents qui sont passés après exercent le pouvoir pour 2 mandats. Et c'est le même cas dans tous les autres pays. Pour ce faire, c'est-à-dire que vous prenez Mali, prenez le Mali, prenez le Burkina, prenez les autres pays, on ne laisse pas le jeu démocratique se faire de façon libre, de façon objective, je vais dire, comme cela se doit. Non, comment ça? Parce que qui empêche que le jeu démocratique se déroule bien? Est-ce que ce sont les cadres, est-ce que ce sont les citoyens? C'est qui, au fait? Dès qu'un groupe de personnes prend le pouvoir, oui, il utilise l'État à fond pour maintenir le pouvoir. C'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est ça le vrai problème. Vous avez vu, cette tentative a eu lieu aux États-Unis avec Trump. Et puis il y a eu encore, disons, un échange verbal avec son vice-président. Cette semaine où le président Trump disait que Mike Pence pouvait empêcher qu'on valide l'élection de Biden le 6 janvier. Et Mike Pence lui a répondu en disant que sa conception de la démocratie n'est pas américaine. La conception de la démocratie américaine est que le pouvoir se transmet, le pouvoir ne se décide pas par des individus. Le pouvoir se décide par la population. Et la population a fait un vote qu'on respecte. Mais depuis, après Soglo, et c'est ce que je disais, et quand je dis depuis après Soglo, je prends le Bénin comme disons, indication pour les autres. On fait tout dans tous les pays africains pour garder le pouvoir. C'est-à-dire, on construit un système qui permet de garder le pouvoir après le premier mandat. Et quand vous êtes dans cette perspective de garder le pouvoir, eh bien, tous les comportements que vous adoptez comme dirigeant, comme leader, comme, disons, politique, comme chose-là, c'est conditionné par ça. Et ça aboutit à un système où, justement, une partie de la classe politique, comme une partie de la population, et d'ailleurs toute la population est ignorée parce que ce n'est plus sa volonté qui compte, c'est comment faire pour garder le pouvoir qui compte. Et quand on fait cela, on aboutit à ce que nous avons, c'est-à-dire on installe le pouvoir d'État même sur la force. D'accord. Et on réprime
toute velléité de contradiction. Le résultat est ce qu'on a. Quand le système, ça dit que, moi je m'étonne aujourd'hui quand on parle de les gens ont fait coup d'État, les militaires ont pris. En fait, on leur a donné le pouvoir, on a retourné le pouvoir aux militaires. On va parler de ces militaires-là tout à l'heure. Mais en prenant justement le cas du Bénin, on sait qu'après l'obtention de l'indépendance, qui a été proclamée d'ailleurs le 1er août 1960, le Bénin, le Dahomey d'alors, a connu une série de coups d'État jusqu'en 1972. Et à l'occasion, on qualifiait le Dahomey de l'enfant malade de l'Afrique. Aujourd'hui, avec ce vent-là qui souffle sur le continent, l'Afrique en tant que continent, est-ce que ce continent-là aujourd'hui est l'enfant malade du monde? Morgane Assogba-Mensah. Je vous dirais simplement que cette conception d'enfant malade dépend de qui lit et qui regarde. C'est ça. On a bel et bien traité le Bénin de l'enfant malade, mais c'est en 90 le Bénin qui, de sa maladie, renaît et offre au monde entier une solution exploitable. Maintenant, à savoir comment est-ce que la solution a été utilisée à chaque niveau, c'est tout un autre débat. C'est ça. Je vous dirais simplement que les coups d'État ne doivent pas être perçus forcément comme un problème. Je m'explique. Dans l'évolution ou la croissance d'une société, il y a des degrés et des expériences qui permettent à cette société de s'élever, quelle que soit la société. Prenez la société américaine. La démocratie américaine s'est forgée au travers, on a eu des renversements, même si on ne les appelait pas forcément des coups d'État à l'époque, c'était des révolutions par-ci, c'était des renversements par-là. Prenez la République française. Qui ne se souvient pas de cette révolution qui a changé radicalement le système de gouvernance en France? On s'en souvient. C'est pour vous dire que ces coups d'État, oui, dénotent et mettent en exergue une problématique de gestion et de fonctionnement propre à ces peuples. Et donc, c'est le génie des acteurs à pouvoir saisir cette problématique et trouver une solution pérenne qui va permettre à ces sociétés de s'élever. Parce que mais en tenant compte de notre contexte sociologique aujourd'hui, oui. Est-ce que nous savons saisir la balle au bon? Lorsqu'on fait un coup d'État, est-ce que ça finalement augure d'un avenir meilleur au contexte qu'on veut corriger? Oui, et le fait que cela augure d'un avenir meilleur dépend de la capacité de chaque acteur à prendre ses responsabilités. Et je vais m'expliquer. Oui. Déjà, vous voyez au niveau de la CEDEAO. Aujourd'hui, la CEDEAO se retrouve dans une position où elle a le devoir de repenser sa politique vis-à-vis de la gouvernance dans l'espace ouest-africain et surtout par rapport à ces sanctions. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les sanctions qui ont été prises à l'endroit du Mali. Oui. Automatiquement, lorsqu'il y a eu un autre coup d'État, la CEDEAO aurait pu se lancer dans la même dynamique, mais vous pouvez constater qu'elle est en train de tirer des leçons de ce qui s'est passé au Mali. Et cela dépend aussi des acteurs étatiques. Vous pouvez aujourd'hui voir le comportement des acteurs du Mali. Leur fermeté par rapport à déterminer eux-mêmes du temps nécessaire pour régler la problématique majeure de leur pays. C'est-à-dire, la communauté internationale a dit au Mali, écoutez, on a analysé ce qui se passe au Mali, 18 mois, c'est largement suffisant. Mais vous avez les gouvernants, même s'ils sont putschistes, qui décident d'aller à ce qu'ils ont appelé Assise nationale, qui est une très belle stratégie, une façon d'impliquer les populations Et de se légitimer aussi. Et de se légitimer. Et de revenir et de dire, écoutez, nous avons fait un diagnostic avec les forces vives de notre pays et les forces vives ont dit qu'il nous fallait de 6 mois à 5 ans. Ils n'ont pas dit 5 ans fixes, ils n'ont pas dit 6 mois fixes. Ils ont dit de 6 mois à 5 ans. Ce qui dit, ça peut être 6 mois, ça peut être 5 ans, ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans. Maintenant, qu'ils ouvrent la porte à une analyse profonde de ce qu'il faille faire pour que le Mali ne retombe plus. Parce que lorsque vous regardez l'histoire politique du Mali les 10 dernières années, ou 15, les coups d'État, ça ne manque pas. Les solutions de transition spécifiques aussi C'est pour ça que je posais la ne question manquent tout à pas. l'heure, sur Effectivement. la capacité des acteurs à saisir la balle au bon, à faire d'un coup d'État peut-être une aubaine. Une pour se aubaine. développer. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui Oui. au Mali. Qu'on le veuille ou non, Oui. ce que le Mali essaye de faire aujourd'hui Oui. n'a jamais été essayé comme solution au Mali.
Et donc, on ne peut pas reprocher au peuple malien et aux leaders qui sont là aujourd'hui d'essayer une autre approche pour résoudre le problème qu'ils ont déjà essayé de résoudre plusieurs fois avec cette approche qui semble être proposée par la communauté internationale. C'est ça. Et donc, tout va dépendre du comportement des acteurs politiques, de la population elle-même, parce que la population a un rôle. Ce qui me ramène à cette responsabilité qu'ont les populations par rapport à la gestion de la chose publique. Vous allez constater en Afrique que la majorité, lorsqu'on parle des élections pour un peuple d'environ 15 millions, combien effectivement vont aux élections? Lorsque vous regardez, c'est peut-être 3 millions, 2 millions. Ce qui dénote d'une certaine façon ou d'une autre, d'une sorte d'abandon de responsabilité. Mais aujourd'hui, de jour en jour, vous avez l'impression et vous constatez que les peuples s'impliquent de plus en plus dans le suivi de la mise en œuvre de la gestion de la chose publique, ce qui fait qu'en plein exercice de mandat, vous avez des peuples qui vont et qui protestent, qui manifestent contre des stratégies qui sont en train d'être mises en œuvre. Et c'est ce qui fait, peut-être, comme mon confrère l'a souligné, qu'aux États-Unis, même si le dirigeant est dans une dynamique qui est contraire à la gestion de la chose publique, les populations, les autres acteurs, parce qu'ils ont des partis politiques qui s'impliquent, qui sont forts, qui sont établis de façon légitime. Et donc, c'est très facile de jeter la responsabilité sur le dos des acteurs politiques majeurs, mais il y a aussi la population et d'autres acteurs politiques qui devraient repenser leur stratégie. Vous avez dit dans votre intervention précédente que l'armée a un devoir, une responsabilité vis-à-vis du peuple. Et là, je voudrais justement qu'on parle de l'armée ou de nos armées. Lorsque, par exemple, on constate des frustrations, elles existent dans tous les États, me semble-t-il, dans tous les pays, il y a forcément une frange de la population, une couche quelque part, une couche sociale, qui ne se retrouve peut-être pas dans les actions publiques, dans la politique de conduite ou de gestion du chef de l'État. Mais lorsque l'armée se lève, ou même une partie de l'armée se lève, pour faire descendre le président de la République, prendre le pouvoir, proposer une autre alternative, et peut-être avec le secours d'une certaine partie de la population dans la rue, est-ce qu'on a d'abord des indicateurs que ça répond vraiment à l'aspiration, aux aspirations de toute la population interne? Parce que là, si par exemple on voit un peu la population malienne sortir dans les rues, à supposer que le Mali faisait éventuellement 15 millions d'habitants par exemple, on sait que les 15 millions ne peuvent jamais descendre dans une rue, peut-être c'est 10 000, 20 000, mais est-ce qu'on a la preuve que ces 20 000-là parlent vraiment au nom des 15 millions et qu'il n'y a pas de gens qui sont contre? D'où la question, est-ce que l'armée a vraiment pour rôle, quand bien même il y a des frustrations, etc., de prendre le pouvoir? Le docteur Paul Maribousse. Bon, en fait, le principe fondamental de la démocratie, si nous y sommes, c'est que c'est la possibilité pour le peuple, puisque nous sommes dans une démocratie qu'on appelle représentative. C'est la possibilité pour le peuple de sanctionner un gouvernement qui ne répond pas à ses aspirations. Je ne sais pas si vous voyez. C'est ça, cette possibilité-là. Oui. Cette sanction que le peuple inflige au gouvernant, est-ce que ce n'est pas à travers les urnes? Bien sûr. Très bien. Bien sûr, c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Mais c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, et je suis content de l'avoir fait d'abord, parce que, en réalité, les gouvernants africains ont verrouillé le système électoral. Donc, ils déchargent les populations de cette capacité de les sanctionner. Vous voyez à peu près. Et ils installent un système politique dans lequel c'est, disons, c'est eux, et tout le temps eux, ou c'est un jeu de je te remplace, tu me remplaces, je te remplace, tu me remplaces, ok? Et la population, finalement, se voit face à une situation où ça pourrit, mais personne ne peut corriger. Et personne ne veut corriger dans le sens où il faut corriger. Mais regardez, les pays africains francophones ont d'énormes problèmes. Le problème de franc CFA, c'est un vrai problème qui est posé aux pays francophones. Alors, lorsque vous prenez toute l'élite politique, intellectuelle, pas intellectuelle, je vais dire politique, parce que l'élite intellectuelle s'exprime autrement. L'élite politique de ces pays-là, francophones, africains, a
d'emblée accepter que le franc CFA, on doit faire avec. Alors, quand vous êtes là-dedans, vous n'avez plus d'autres alternatives. Donc, quand vous voyez quelqu'un vient, il a une politique, l'autre vient, vous voyez que la politique n'est pas totalement différente. Elle n'est même pas différente. Puisqu'il y a quelques différences près, on prend les mêmes choses et puis bon, peut-être on fait plus, peut-être on fait moins, peut-être on fait... Et c'est dans ça que nous sommes. C'est-à-dire que la capacité d'action et de création qui peut faire grandir la nation, elle est réduite par le fait qu'il y a des freins qui sont posés par un certain nombre de situations que les élites politiques refusent de résoudre. Mais lorsque la population, elle va aux urnes pour dire « je vote pour celui-ci », c'est qu'elle veut un changement. Mais ce changement n'est pas possible. Et on ne lui dit pas que ce changement n'est pas possible parce que tant que nous sommes dans telle condition, on ne peut pas faire ce changement. Alors, donc, lorsque la population se trouve dans l'incapacité de répondre, de réprimander un gouvernement qui ne répond plus à ses aspirations, lorsqu'elle trouve aussi qu'on lui arrache tous les moyens d'exercer ce droit-là, eh bien, c'est pourquoi vous voyez des gens dans les rues. Et ne me dites pas que ceux qui étaient dans les rues au Mali étaient minoritaires. Parce que s'ils étaient minoritaires et que ceux qui n'étaient pas dans les rues étaient majoritaires, que ceux qui n'étaient pas dans les rues se levaient pour dire non à cela, ça allait s'arrêter. Donc, moi, on ne va pas rentrer dans des spéculations, disons, intellectuelles qui ne collent pas à la réalité du Mali. La réalité du Mali était qu'il y avait un problème sérieux. Et il y avait un président qui... Mais dans le même temps, Ibeka aussi a été élu régulièrement dans les urnes. Mais Kaboré venait d'être réélu pour un second mandat. Oui, ce que vous appelez régulièrement, c'est ça que je dis, qu'on verrouille le système pour se faire élire. Ok, et à partir du moment où on verrouille le système pour se faire réélire, quand vous dites régulièrement, et que vous êtes réélu et que vous ne répondez pas toujours aux aspirations des peuples ou de la population, vous n'êtes pas collé à la résolution des problèmes des populations, alors on a abouti à ce qu'on a abouti. Il faut bien remarquer quand même qu'au Mali, il se passe une révolution. Et moi, je l'ai déjà dit ailleurs, que je souhaite la naissance d'un État fort. C'est ça, oui. Et le Mali. Donc concrètement, est-ce que l'armée, là, en prenant le pouvoir, il règle vraiment un problème? Ou elle devient un problème elle-même, l'armée? L'armée, dans le passé, parfois a réglé des problèmes, parfois est devenue problème elle-même. Mais il faut constater, il faut, disons, observer ce qui se passe en ce moment dans les trois pays, sans citer la Guinée-Bissau, mais les trois pays, sans citer non plus le Mali et voilà, le Burkina Faso. Le Burkina Faso. Il faut observer ce qui se passe en laissant un peu la Guinée de côté. Les deux pays, Burkina Faso et Mali, c'est que, je dis, on installe la gestion politique dans un système corrompu qui éloigne l'action politique et la politique d'État de la résolution des problèmes des différentes des forces vives de la nation. Et n'oubliez pas, l'armée est une force vive de la nation. Et ce qui s'est passé dans ces deux pays-là sont sous état de guerre, sont en état de guerre, n'est-ce pas? Et les présidents, aussi bien Ibeka que Kaboré, ce que les militaires qui ont pris le pouvoir ont dit, c'est qu'il y a toujours une certaine corruption qui fait que même les équipements, on ne les a pas pour aller combattre sur le terrain. C'est ça. Et c'est ça ce que je dis. L'armée est une force vive de la nation. Quand elle est touchée, quand vous l'utilisez, c'est une bonne chose. Jusqu'à ce qu'elle ne touche dans ses intérêts, elle se retourne contre vous. D'accord. Donc, en fait, ce qu'il y a à disons, prôner pour ces pays-là, c'est que pour tous nos pays, pas seulement les pays qui sont gouvernés par les militaires en ce moment, mais pour tous nos pays, c'est qu'il faut asseoir le système politique, pas sur des intérêts des personnes, mais sur des bases qui font que le pouvoir prend sa source de la population, de sa volonté. Très bien. Morgana Sogba Metondji, est-ce que l'armée
en prenant le pouvoir, répond vraiment à un certain rôle qui lui incombe? L'armée répond à un rôle qui lui incombe. De prendre le pouvoir? Lorsque l'armée prend le pouvoir dans des circonstances données. Lesquelles? Déjà, il faudrait que la population ait manifestement exprimé de façon continue son mécontentement par rapport à la gestion. Là aussi, est-ce que ce n'est pas publique. un peu subjectif? Parce que comment est-ce qu'on peut être sûr que ceux qui manifestent représentent la population? Oui, vous êtes en train de faire ressortir l'aspect qui fait débat dans la science, même politique, du concept de peuple, concept de démocratie et concept de majorité. Vous comprenez? Le peuple, c'est un concept polémique. Oui. On lui donne le sens qu'on veut. Oui. Et on lui donne le sens qu'on voit. Parce que c'est difficile aujourd'hui de dire que le peuple, c'est l'ensemble de tous les individus d'un territoire. Et que lorsque le peuple parle, ça signifie que tous ces individus de ce territoire ont parlé. Non. S'il y a 2, 3, 4 personnes qui s'expriment, et qui s'expriment haut et fort, et que tout le reste n'éprouve pas le besoin de s'exprimer, on peut se permettre de dire que le peuple a parlé. On peut se permettre de dire que le peuple a parlé parce que dans la pratique, il y a une logique qui fait croire que qui ne dit rien, consent. Et si vous vous retrouvez dans des circonstances où il y a plusieurs partis qui s'expriment différemment, on dit qu'on est en plein cœur de la démocratie. Parce que la démocratie encourage la diversité d'opinions. Et donc, lorsque le peuple ou les militaires prennent le pouvoir, et ils prennent le pouvoir suite à un mécontentement, à une expression plus ou moins continue des frustrations du peuple, c'est-à-dire des groupes qui ont manifesté et qui ont manifesté encore et aucun groupe ne s'est permis de manifester contre la manifestation de ce groupe, on peut se permettre de dire que les militaires prennent le pouvoir dans l'optique et dans l'intention du peuple. Mais la question est de savoir si les militaires gèrent le pouvoir pour l'intérêt du peuple. Étant donné que les militaires sont considérés comme faisant partie du peuple, on peut dire que c'est le peuple qui prend le pouvoir. Mais lorsque cela arrive et qu'on a une opposition de ce même peuple, le cas du Soudan, on comprend là tout de suite qu'il y a une division entre ce que les militaires sont en train de faire et la volonté manifeste du peuple, fût-il une poignée de personnes. Ce qui n'est pas le cas au Mali, ce qui n'est pas le cas au Burkina, et ce qui n'est pas le cas en Guinée. En Guinée, vous n'avez vu personne sortir pour réellement dire ben, nous sommes contre. D'autres pourraient dire... Ça peut être aussi par crainte. Oui, d'autres pourraient dire par crainte. Mais ce que pas vouloir prendre l'histoire de l'humanité a montré, qu'on le veuille ou non, le peuple a le dernier mot. À des moments tournants de l'histoire de l'humanité, où le peuple a été suffisamment frustré, à un moment donné, le peuple est sorti et a dit, nous sommes frustrés et nous mettons fin à cela. Et donc, je peux certainement vous dire, oui, l'option que ce serait peut-être par crainte est exploitable, oui, mais ne peut pas justifier de l'illégitimité des putschistes, si on peut les considérer, que ce soit au Mali, au Burkina Faso ou en Guinée. Mais lorsque vous prenez le Soudan, est-ce que vous pensez que les Soudanais n'ont pas peur? Ils ont peur de perdre leur vie. Mais qu'est-ce qui leur donne la force de descendre dans les rues, de s'opposer au gouvernement, malgré le fait qu'on tue des Soudanais à chaque fois qu'il y a cette opposition? Et donc, c'est pour simplement vous dire, oui, nous avons des cas, lorsque l'armée prend le pouvoir, il incarne d'une façon ou d'une autre l'initiative ou la volonté du peuple. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est d'analyser sa gestion. Et si vous me permettez, je voudrais souligner un petit bémol par rapport à la gestion que nos dirigeants font. Il ne s'agit pas ici de justifier la gestion des dirigeants, mais il s'agit de faire une analyse scientifique du contexte dans lequel les pays africains se retrouvent. Les pays africains, dans leur majorité, se retrouvent dans un contexte où ils ont des accords de partenariat et de coopération qui sont signés et donc qui leur imposent un certain comportement vis-à-vis d'un ensemble de situations.
Et de l'autre côté, vous avez ces accords d'aide et de partenariat économique. Je prends simplement l'exemple de la Banque mondiale ou du FMI, avec l'initiative des PAS qu'on a connu, programme d'ajustement structurel. C'était des programmes d'ajustement qui étaient suffisamment conditionnés. Nous vous fournissons, nous vous donnons de l'argent, mais voilà ce que vous devez faire avec cet argent et voilà les conditions dans lesquelles vous devez utiliser cet argent. La question se retrouve à quel niveau? La question se retrouve au niveau où les leaders ont forcément besoin d'argent pour développer leur pays. Il faut qu'on trouve cet argent quelque part. Soit c'est des prêts, soit c'est des dons, soit c'est des aides, ou soit ce sont les taxes. Maintenant, lorsque vous regardez les taxes en général ne sont pas très bien reçues par les populations, pas à tort. On pourrait comprendre la façon dont les populations reçoivent. Mais ça ne suffit pas pour construire forcément des voies, ça ne suffit pas pour mener un ensemble d'actions et d'activités dans le pays. Et donc, il y a cette complexité de la gestion de la chose publique qui parfois pourrait expliquer certains comportements des leaders. Parce que les fonds envoyés par cette communauté internationale ne sont pas des fonds gratuits, même si ce sont des prêts, il y a des conditions qui les accompagnent. Justement. Alors, beaucoup de nos téléspectateurs interviennent, mais chose curieuse, personne ne signe ces avis aujourd'hui. On n'a pas vu des messages signés jusque-là. Mais comme un peu nous sommes dans les réflexions continuent évidemment. Certains estiment que les différents gouvernants africains aujourd'hui ne sont pas vraiment bien élus, sauf quelques exceptions. Par exemple, lorsqu'on lit certains téléspectateurs, on sent beaucoup de panafricanisme, en étant entendu évidemment la défense des intérêts africains dans les messages de nos téléspectateurs. Mais je voudrais qu'on parle de la communauté dite internationale. Partons de la CEDEAO justement. Lorsque les différentes situations sont enregistrées sur le continent africain, on voit les chefs d'État réunis au sein de la CEDEAO, déjà par exemple face au Mali, prendre certaines mesures très radicales. On a vu comment la CEDEAO a réagi face au Mali, mais face à la Guinée aussi, des sanctions. Évidemment, lorsque l'action a continué à se multiplier avec le cas du Burkina Faso, bon, une intervention un peu plus mesurée, me semble-t-il. Bon, est-ce que Dr Paul Marie Boussou, vous avez l'impression que la CEDEAO aujourd'hui s'est beaucoup étiolée? Est-ce qu'elle est devenue moins crédible? La CEDEAO, pour moi, comme je l'avais dit ailleurs, la CEDEAO est une institution sous-régionale qui soit doit disparaître, soit complètement changer d'option en termes de vision. En termes de vision et d'action. Si nous prenons un peu l'histoire de la CEDEAO, on a vu plusieurs CEDEAO. Il y avait la CEDEAO de ECOMOG. En ce moment, on pouvait dire que la CEDEAO défendait la démocratie. Ensuite, il y a eu la CEDEAO du Togo, qui va légitimer un pouvoir qui s'installait de façon illégitime. Donc il y a, et depuis la CEDEAO du Togo, la CEDEAO Comore est morte, pour laisser place à la CEDEAO du Togo. Et depuis ce temps, la CEDEAO a basculé dans une espèce d'être et de gestion qui, me semble-t-il, ne lui donne plus aucune légitimité en tant qu'institution pour intervenir dans les affaires des populations de la sous-région. Mais certains estiment que c'est la meilleure organisation que nous avons dans la sous-région. Oui, ceux qui l'estiment peuvent l'estimer parce que chaque fois, il l'a dit tout à l'heure, ça dépend de là où on se trouve, là où on est assis. Et lorsque vous êtes dans une situation où ces choses-là vous avantagent, ces institutions-là vous avantagent, vous allez dire que oui, ça nous avantage. J'ai entendu Macky Sall hier parler de nous ne pouvons plus accepter les coups d'État en Afrique et autres. Je lui souhaite vivement qu'il ne prolonge pas son mandat à la tête de l'État après cette élection, parce que s'il le fait, nous, on va souhaiter
qu'il y ait des coups d'État. Ah, vous le souhaitez? Oui, oui, Non. parce que... Bon, d'accord. Oui, attendez. Oui. Il faut qu'on explique ces Oui, choses-là. mais on n'est pas là pour souhaiter des coups d'État. Non, écoutez. Bon, oui. Écoutez, Oui. personne n'aime les coups d'État. D'accord. Mais je vous ai expliqué tout à l'heure, dans l'émission, que ces chefs d'État qui prennent le Soudan, prenez le Soudan, Oui. 18 ans, 20 ans au pouvoir, sur la base de quoi? Sur la base de la force. Le pouvoir ne prend pas sa source de la population, mais de la force. Vous prenez la Guinée. Oui. On a fait un troisième mandat sur la base de quoi? La base de la force. Donc, c'est ce que ce n'est pas, le souhait n'est pas que quelqu'un en face de coup d'État, quelqu'un qui est normalement élu. Mais quand la personne utilise la force pour s'imposer à la tête de l'État, eh bien, il n'y a pas autre moyen pour le sortir de là que d'utiliser la tête, la force. Donc, attendez que je conclue sur cette question de la CEDEAO. Oui. La CEDEAO, comme l'Union africaine, comme l'ONU, sont des institutions qui aujourd'hui ne tirent plus leur légitimité des populations. Et on a l'impression, et ce n'est même pas une impression, c'est avéré, que la CEDEAO est, disons, devenue un instrument aux mains de certaines puissances, et de la puissance qui lui plaît. Je ne sais pas si vous voyez. Et aujourd'hui, c'est la France qui manipule sérieusement la CEDEAO. Et vous le dites, hein? Non, ce n'est pas moi. Scientifiquement, vous ne pouvez pas le prouver scientifiquement. Je vais le prouver. Scientifiquement. Vous me donnez le temps de le prouver? Non, on va y revenir. Voilà. Tout à l'heure. Alors, je voudrais que vous puissiez opiner sur la question de la CEDEAO en quelques minutes rapidement. J'ai certaines questions à vous poser avant qu'on ne parle aussi du cas du Mali. On a encore 10 minutes pour gérer tout ça. Je vais aller vite sur la CEDEAO. Déjà, il faut commencer par dire que la CEDEAO est une institution internationale. Disons non, pas une institution internationale, une organisation internationale. C'est ça. Ce qui signifie que les membres sont les États. Et ceux qui représentent la personnification des États, ce sont les chefs d'État. Et donc la CEDEAO, étant une organisation internationale, doit satisfaire les intérêts de ses membres. Quand vous prenez les tests de la CEDEAO s'appesantit uniquement sur l'application des tests. C'est-à-dire, dans la pratique, la CEDEAO n'est pas censée, en fonction de son test constitutif, de s'intéresser forcément à ce que veut le peuple directement. Mais elle s'intéresse à ce que veut le peuple par le biais de ses représentants. Ce qui fait que lorsque les représentants de ces peuples qui sont les chefs d'État décident de quelque chose en fonction des tests de la CEDEAO, ça doit être appliqué. C'est ce qui explique le fait que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'ONU, leur première réaction, c'est de condamner vigoureusement les coups d'État. Mais lorsque vous regardez les perspectives de la CEDEAO, qui au départ était une organisation purement économique, mais qui à un moment donné s'est dotée d'un agenda 2020, qui dit passer d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples. La vision veut qu'on tienne compte des aspirations des peuples dans toutes les décisions, tous les programmes, tous les projets. Lorsqu'on s'appesantit sur cela, on se rend compte que la CEDEAO est passée à côté de cette vision. Et donc, sur le plan de la vision, la CEDEAO n'a plus de légitimité, mais sur le plan de l'institution et de ses règles de fonctionnement, on pourrait, parce que là encore il y a des débats sur certains points de la question, on pourrait dire que la CEDEAO est dans son rôle. Et aujourd'hui, comme l'a dit mon confrère, la CEDEAO fait face à des difficultés qui devraient l'amener à revoir son mécanisme de fonctionnement et à revoir ses priorités. C'est ça. Il y a certains téléspectateurs, Alès Didier Bégaud, qui estiment que vous deux, vous faites un mauvais diagnostic du rôle de l'armée et que l'armée plutôt a pour rôle de défendre une nation contre une menace extérieure. Et il prend le cas de la France. Il estime que, par exemple, lorsque la France a fait face, ou le régime Macron a fait face à la crise des Gilets jaunes, que personne n'a eu recours à un putsch pour pouvoir réglementer ou réguler la situation, ou régler en tout cas ce problème. Vous allez opiner sur cette question tout à l'heure. Il y a aussi Mohamed Liamidi qui vous demande, vous personnellement, il dit, question à monsieur Morgan, est-ce que vous dites alors qu'il faut comprendre qu'un coup d'État est un moyen de régulation des dysfonctionnements d'un processus démocratique?
Là, je voudrais que vous puissiez opiner sur ces deux interventions des téléspectateurs. Alors, je réponds déjà à ce téléspectateur qui pose une question très importante. Oui. Et il ne s'agit pas là de ce que je pense, il s'agit là d'un fait. Oui. Lorsque vous observez l'histoire des peuples, les coups d'État ont toujours été l'un des moyens utilisés pour régulariser des situations. Commencez même par la France, le général de Gaulle. Le général de Gaulle qui est considéré comme l'un des acteurs majeurs de l'histoire de la vie politique française, c'était un militaire. Et on sait comment il est venu au pouvoir. Et regardez l'histoire même de nos... On sait comment c'est que c'est un coup d'État, il faut bien Oui, préciser. oui, il faut le c'est un coup préciser. d'État qu'il a amené au pouvoir. Donc, il faut Donc, bien préciser. et quand vous regardez, et c'est là où le concept de la démocratie laisse un bémol gros. Lorsque, comme l'a décrit mon confrère, le peuple se retrouve dans une situation où les moyens qui sont dits démocratiques, c'est-à-dire la procédure, ne lui permettent plus de s'exprimer, Oui. n'a-t-il pas droit de trouver un moyen de s'exprimer, puisqu'on dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et donc, est-ce que cela ne conférait pas, c'est un débat qui est très important, Oui. une certaine considération à ces coups d'État lorsque elles vont effectivement dans le sens de la régularisation d'une situation qui pose problème au peuple. Et donc, je lui dirais qu'il a fait une très belle observation Oui. et que c'est une analyse à nourrir et mûrir. Très bien. Oui, docteur Paul Marigoso. Oui, je voudrais quand même revenir sur quelque chose rapidement avant de revenir sur ce que les Gilets jaunes n'ont pas permis de faire coup d'État en France. C'est que, oui, la CEDEAO doit appliquer les tests. Mais il n'y a aucun test à la CEDEAO qui dit qu'on gèle les avoirs d'un pays à la Banque centrale pour punir ce pays. Il n'y a aucun texte qui dit ça. Enfin, je vous ai dit que la CEDEAO est devenue un instrument à la main d'autres intérêts. Et c'est ça qui est le problème. C'est-à-dire que, en fait, tant que ces institutions ne reviennent pas des fonctionnements normaux, nous aurons toujours des difficultés. Bon, si nous revenons à la question des Gilets jaunes en France, il faut qu'on se dise quelque chose. C'est que les Français savent que, disons, cette année, il y aura élection. Et que Macron, lui-même, il le sait, qu'il n'a aucune garantie qu'il sera élu. On parle là de putsch. Oui, mais c'est ce que je vous dis. En plein exercice de mandature, les militaires entrent en jeu. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Je vous explique terre à terre. Ça, terre. c'est une question de Aubin à Crombessi qui demande d'ailleurs si les militaires en arrivent à s'éterniser au pouvoir, qui va alors les déloger? Non, je vous explique. Ça rentre dans la même pièce. Je vous explique terre à terre pour que vous compreniez. Oui. Que Macron sait qu'il n'a aucune garantie pour les élections à venir. Aucune garantie. Mais ce qui se passe en Afrique, c'est que les chefs d'État ont la garantie d'être relus d'abord pour un deuxième mandat et s'autorisent même un troisième mandat. C'est-à-dire, vous voyez la Côte d'Ivoire, ils s'autorisent un troisième mandat sur la base de raisons farfelues. Oui. Quelqu'un est mort, donc il n'y a plus personne, donc il faut que moi j'ai un troisième mandat. Vous voyez à peu près des raisons farfelues qui font... Oui. Non, c'est votre logique, allez-y. Oui, alors donc à partir de cet instant, c'est-à-dire qu'en réalité, le système démocratique est tel que les institutions doivent fonctionner dans le respect des prises de décision et d'une institution à l'autre. Oui. Mais maintenant, qui arrête l'armée, finalement? Non, ce qui arrête, on arrive à la dérive. Ce qui devait arrêter tout le monde, c'est le fonctionnement normal des institutions. C'est-à-dire que si la Cour constitutionnelle a dit, par exemple, que vous ne devez pas faire ça, alors le gouvernement se plie à ça. Oui. Si le Parlement vote une loi, alors le gouvernement fait ce que le Parlement a demandé de faire. Alors quand la situation est comme ça, l'armée, personne ne voudra même que l'armée ne prenne le pouvoir. Personne. Et vous dites qui déloge l'armée. Qui a délogé l'armée chez nous ici? C'est le peuple. Qui a délogé l'armée, l'armée de, comment il s'appelle même le Soudanais? Bachir. Bachir.
Qui a dérogé l'armée de Bachir? C'est le peuple. Qui est en train de poser des problèmes à l'armée de celui qui est au pouvoir au Soudan? En ce moment, c'est le peuple. Mais vous ne voyez pas ça au Mali parce que le peuple, pour l'instant, le peuple et le dirigeant parlent le même langage. Et c'est ce qu'il avait expliqué, que tant que nous sommes dans une situation où les peuples parlent le même langage que les institutions, il n'y a pas de problème. Oui. Et il faut qu'on ait des démocraties où les dirigeants parlent le langage des peuples. Alors, c'est ça qui est le souci. En fait, moi, je ne suis pas un putschiste ou bien je ne suis pas un soutien des putschistes, du tout pas. Du tout pas. Mais oui, je ne suis pas non plus un soutien des civils qui prennent qui traficotent les institutions, qui traficotent les tests pour s'éterniser au pouvoir ou pour ne pas respecter le jeu démocratique. Alors, je voudrais qu'en 1 minute et 30 secondes chacun, vous puissiez opiner sur ce conflit-là. J'emploie le terme conflit au sens figuré entre le Mali et la France. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce bras de fer-là qui règne entre le Mali et la France? Morgana Sogba Metodi. Merci. Mais avant, permettez-moi de dire rapidement quelque chose sur la fausse analyse que nous étions censés faire. Oui. Je dirais simplement aux téléspectateurs qu'il est fondé dans sa façon de penser. C'est très compréhensible. Je lui apporterai comme clarification il faut contextualiser les choses. La France n'a pas la même maturité de fonctionnement que les pays africains. Les institutions françaises ne sont pas forcément perçues ou ne fonctionnent pas forcément comme les institutions africaines. Et aussi, j'ajouterai simplement que, qu'on le veuille ou non, le peuple a le dernier mot. Mon confrère l'a dit. Et le peuple s'exprimera quels que soient les moyens. Ça peut être par l'armée. Il faudrait que un téléspectateur comprenne que l'armée est une composante du peuple. Très bien. Et voilà. Donc maintenant, par rapport au bras de fer, est-ce que c'est un bras de fer? Ça arrive dans les relations internationales, ça arrive dans la diplomatie. Mais ici, vous avez une situation assez atypique parce que ça fait des années qu'on a assisté à une telle prise de position d'un État africain. Et ça, c'est important de le dire. Et cela dénote de la position dans laquelle se retrouve aujourd'hui le Mali et ses dirigeants. Une position qui a envie de changer la donne de la pratique d'interaction entre les États. La France a des intérêts au Mali. La France a des intérêts en Afrique. Oui. Et la France a des intérêts en Afrique de l'Ouest. Le Mali, aujourd'hui, a des intérêts qui semblent ne pas être forcément aller dans le même sens que les intérêts de la France. Et donc, le Mali a le droit de s'exprimer de cette façon. Permettez-moi de souligner aussi en 10 secondes, que le Mali a fait preuve d'une maîtrise de la diplomatie, des règles de la diplomatie assez impressionnantes, contrairement à ce qu'on pourrait dire de l'autre côté lorsqu'on analyse dans le fond. Dans le fond, oui. Docteur Paul Marouessou. Oui, en fait, moi je l'avais déjà dit, depuis les sanctions contre le Mali, que la France était derrière ces sanctions et que je souhaite que le Mali tienne fort pour aller de l'avant et pour... disons, créer un État fort au Mali. Vous avez dit tout à l'heure, Ibeka était régulièrement élu. Mais Ibeka a refusé d'installer un État qui gouverne le Mali. C'est un État qui fut face aux djihadistes et qui a été sauvé, disons-le comme ça, par l'arrivée de la France dans le temps. Alors, quand la France vient s'installer, la France rend un service à l'État malien. Et la France est payée pour ça. Oui. Et la France, donc, a un intérêt à s'éterniser là et à faire ce que... à s'éterniser là et à faire... Malheureusement, on a fini, oui. Je vous sens déjà de vous aller. Malheureusement, on a fini. Mais il faut le dire, il faut le dire, les Maliens, jusque-là, il a si bien dit, que les Maliens, jusque-là, ont fait preuve d'une certaine maturité que tout le gouvernement et français n'a pas encore montré dans cette situation. C'est l'occasion pour moi de remercier beaucoup notre téléspectateur qui nous a écrit depuis le Mali. Justement, il dit qu'il s'appelle
Abakari Aliou au nord du Mali, ville de Gao. Il a fait toute sa contribution en estimant que la CEDEAO devrait beaucoup plus écouter les peuples africains, un peu comme dans votre logique. Merci à Yahi Narcisse depuis Niamey, merci à Toudji Théophile qui nous a écrit depuis Libreville, Korédé Ali, Sylvain Wendo, merci à tous. On n'a pas pu citer tout le monde.